Coucou tout le monde, vous regardez actuellement ma deuxième vidéo sur Joan Crawford et pour une meilleure compréhension, je vous invite à aller voir la première. La dernière fois, je vous ai expliqué comment fonctionnait le système hollywoodien, comment Hollywood fabriquait et détruisait ses stars, un système fondé sur la rentabilité et appliqué aux femmes sur la rentabilité de leur désirabilité. Mais que se passe-t-il quand une star meurt? Qui contrôle son image? Dans cette partie, je vais m'intéresser à la réception de Joan Crawford après sa mort, le basculement de son image de star hollywoodienne à mère tyrannique, la manière dont les différents publics vont s'approprier son image et comment son statut d'icône va perdurer. En fait, une icône, c'est quoi? Selon Denis Meyer, critique et universitaire français, ce sont des figures emblématiques qui structurent un imaginaire collectif, qui créent le sentiment d'appartenance culturelle. Le statut d'icône de Joan Crawford, il ne tient pas à une vérité fixe. Il va se construire, se déformer, se recomposer au fil des regards. Joan Crawford décède en 1977. Elle laisse derrière elle 4 enfants adoptifs, Christina, Christopher et 2 jumelles, Catherine et Cynthia. À l'ouverture du testament, les 2 aînés se rendent compte que leur mère les a déshérités. Je n'ai pas l'intention de prendre de dispositions dans le présent testament en faveur de mon fils Christopher ou de ma fille Christina, pour des raisons qui leur sont bien connues. Ça vous donne un peu l'ambiance de la famille. En 1978, Christina Crawford sort Mommy Dearest, un livre sur la relation avec sa mère. On ne sait pas vraiment si elle l'a écrit en réaction à l'ouverture du testament, ou bien si elle avait commencé à l'écrire avant la mort de sa mère et que Joan Crawford aurait eu vent de cette histoire et l'aurait par la suite déshéritée. Le livre va aborder les violences psychologiques que Christina a subies par sa mère. À ce moment de la vidéo, c'est important de faire quelques mises au point. Christina témoigne dans son livre de violences qu'elle a subies et son récit, il a été à de nombreuses reprises décrédibilisé. Je suis pas ici pour déterminer exactement ce qui s'est passé entre les 2 femmes, parce que comme l'a bien dit Faye Dunaway, seuls Joan et Christina savent ce qui s'est réellement produit. Mais pour préparer la vidéo, j'ai quand même lu Mommy Dearest. Et pour moi, ce récit, c'était une forme de thérapie pour Christina. Elle raconte tout ce qu'elle a vécu de son point de vue, en cherchant parfois des explications dans la vie de sa mère. Je regardais avec tristesse cette femme douloureusement maigre, en pensant à la façon dont elle avait réglementé sa vie pour éviter de la vivre réellement. Elle était devenue si effrayée par la spontanéité, par tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler directement. Il faut donc prendre le livre pour ce qu'il est, le récit d'une femme qui a vécu des violences. Si le récit il a été décrédibilisé de nombreuses fois, c'est parce que notre société ne laisse pas vraiment de place à un récit de violence pour une femme. Mais tout ça, ça veut pas dire que Christina, elle est parfaite. Son récit, c'est son point de vue, ses opinions. Et dedans, il y a quelques opinions qui sont pas très recommandables. Par exemple, il y a des passages très homophobes dans son livre. Je savais pourquoi elle ne voulait plus de moi à la maison. À 12 ans, j'étais désormais assez âgée pour comprendre ce qu'il se passait dans cette maison de fous. J'étais témoin des coups qu'elle infligeait à mon frère, des petits amis qui allaient et venaient à toute heure de la nuit, de son problème d'alcoolisme de plus en plus grave, des homosexuels dont elle s'entourait et de son incapacité à contrôler son tempérament violent qui se déchaînait périodiquement. Là, on voit bien qu'elle met au même niveau des violences qu'elle a subies et de l'homophobie. Donc il faut faire le tri dans ce qu'on lit. Pas sur ce qu'elle témoigne, mais sur des opinions qu'elle a qu'on peut qualifier de peu recommandables. Le livre, il raconte principalement les violences qu'a subies Christina, un peu celles de son frère aussi, et le fonctionnement de Joan Crawford. Son besoin constant de contrôle, son hypocondrie, sa violence. Pour l'anecdote, c'est le premier livre d'enfants de célébrité qui va lancer un genre d'enfants qui témoignent des violences de leurs parents. Par exemple, la fille de Betty Davis, Biddy Hyman, va aussi écrire un livre, My Mother's Keeper, sur la relation avec sa mère. Mommy Dearest, ça va être majeur dans la réception et l'héritage de Joan Crawford. Elle ne sera plus du tout cette image d'une star glamour passée, mais son image va se figer à celle d'une mère tyrannique. Le public ne va plus la voir par le prisme de ses films, ni par cette vision manufacturée de son image par les médias. En fait, à sa mort, elle perd complètement le contrôle de son récit, et c'est logique parce qu'elle peut pas trop s'exprimer vu qu'elle est morte. Et à sa mort, c'est l'occasion de faire place à d'autres récits, comme ceux de l'intime. Cette nouvelle image, elle va choquer le public. C'est pas seulement le livre qui va participer à changer l'image de Joan Crawford, mais c'est surtout le film de Mommy Dearest, puisque le livre va être adapté en film en 1981.
Ce qui est intéressant avec le film, c'est qu'il va changer de registre le livre de Christina. Il va le faire passer d'un témoignage de violence à un mélodrame camp. Pour comprendre cette transformation, il faut comprendre toute l'histoire autour de la création du film, qui est assez complexe, je vous préviens. Je vais essayer de la résumer rapidement. En 1978, Christina Crawford vend les droits de son livre à la Paramount Pictures. On lui promet $200 000 de plus pour coécrire le scénario avec Robert Getchell. Dans le projet initial, Anne Bancroft devait interpréter Joan Crawford et Franco Zeffirelli devait réaliser. D'autres scénaristes reprennent le projet, dont le producteur Frank Yablans, qui travaillera sur le film. Puis c'est finalement Frank Perry qui devient le réalisateur et réécrit le scénario. Faye Dunaway remplace Anne Bancroft. Christina Crawford trouve que le film prend une direction qui ne ressemble pas à son récit. Sa mère y serait représentée de manière plus modérée. Elle perd le contrôle créatif qu'on lui avait promis. Pour autant, son mari, David Koontz, est le producteur exécutif. Faye Dunaway demande à ce que son amant de l'époque et futur mari, Thierry O'Neill, devienne aussi producteur. Je vous avais prévenu, c'est compliqué. Donc imaginez pour Frank Yablans, le grand producteur du film, qui se retrouve entre le mari de Christina, qui veut une représentation de Joan Crawford comme dans le livre, et le mari de Faye Dunaway, qui ne veut pas que Faye Dunaway interprète une Joan Crawford trop monstrueuse. Bref, c'est le bazar sur le tournage. Et il y a un autre point à saisir pour comprendre le changement de registre, c'est le réalisateur Frank Perry qui veut faire de ce récit un film le plus divertissant possible. Vous comprenez bien que faire un film le plus divertissant possible sur un récit de violence, ça pose 2-3 questions éthiques. Et ça explique surtout le produit final. Faye Dunaway, dans le film, campe Joan Crawford de manière méthode, une technique de jeu un peu plus réaliste, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Elle est à fond dans le rôle et certaines scènes sont troublantes de ressemblance. Mais en vrai, quand on regarde Faye Dunaway dans le film, on voit quand même un côté un poil too much. Dans le maquillage, par exemple. Les traits sont exagérés, comme les sourcils, le rouge à lèvres, mais surtout les scènes où Joan Crawford pète un câble. La violence est présentée de manière si excessive qu'elle devient absurde. Une des scènes les plus connues du film, c'est une scène où Christina est réveillée par Joan Crawford en pleine nuit, et elle voit sa mère arracher tous les vêtements de son dressing parce qu'elle a trouvé un cintre en fer qui abîmerait les vêtements. Faye Dunaway, dans cette scène, elle hurle, elle crie, elle est complètement zinzin. C'est une scène qui existe dans le livre, mais ici elle est présentée d'une manière si extrême, si mélodramatique, qu'en tant que spectateur, on ne sait pas si on doit compatir ou rire. John Waters, dans une version commentée du film, nous dit que c'est un des rares films où on a envie que l'enfant violenté se fasse encore plus battre, juste pour avoir ces scènes d'excès. Mais il y a quand même d'autres scènes où Faye Dunaway va interpréter Joan Crawford de manière plus naturelle, plus réaliste, un peu plus comme un biopic. Mais c'est pas des scènes qui marquent autant que les scènes de violence. À sa sortie, le film il est marketé comme un film sérieux. Mais dès le premier mois de diffusion, la Paramount, elle se rend compte que son film, il est reçu comme une comédie et va changer tout son plan marketing. Ils vont utiliser des scènes spécifiques du film pour les transformer en images de communication. Par exemple, la scène dont je vous ai parlé avec le cintre. Elle devient au centre de la publicité pour le film. La citation « No wire hanger ever » est utilisée pour promouvoir le film avec le sous-titre « The biggest mother of them all ». Cette phrase qui signifie en français littéralement « la plus grande mère de tous », en fait, joue sur une ambiguïté de sens. Mother, en argot en anglais, c'est aussi une abréviation de motherfucker. Paramount vend littéralement le film en traitant Joan Crawford de la plus grande salope de tous les temps. C'est vraiment ce film qui va transformer l'image de Joan Crawford en mère tyrannique. Pour Faye Dunaway, ce film constitue l'un de ses plus grands regrets. Ça marque une première pause dans sa carrière, et elle refuse encore à l'heure actuelle d'en parler en interview. Finalement, c'est vraiment à partir du film que l'image de Joan Crawford change dans la pop culture. Le récit de Christina a bousculé son image, mais le film l'a vraiment transformée dans un récit mainstream. Et c'est la dimension comique qui va marquer les esprits. Après, j'irai pas qualifier Momy Dearest de mauvais film, parce que je pense que c'est une œuvre totalement à part du récit initial, qui est devenu complètement camp. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder pour parler de la légende qui se façonne autour de Joan Crawford après sa mort, c'est cet aspect camp que renforce Momy Dearest. Dans ma première vidéo sur Johnny Guitar, je vous avais expliqué
en quoi Joan Crawford était une actrice camp. Son maquillage, son jeu très théâtral, voilà, et j'en passe. Dans ce film, Faye Dunaway, elle interprète Joan Crawford de manière extrêmement sérieuse. Elle est à fond dans son rôle, ce qui la rend encore plus camp. Donc ce décalage entre l'intention initiale de Christina et la performance de Faye Dunaway fait rentrer cette version de Joan Crawford dans la pop culture. C'est intéressant que dans notre société, ce soit pas un récit de violence qui cristallise une iconographie, mais plutôt un film qui réinterprète ce témoignage de manière plus comique. En plus, l'iconographie de Joan Crawford en mère monstrueuse va répondre au rôle qu'elle a pu jouer dans sa carrière. Ça va donner une nouvelle clé de lecture sur ses différents films. Dans Mildred Pierce, un rôle de mère qui parvient à faire fortune en montant son restaurant va être perçu comme une mère excessive qui étouffe son enfant d'amour et d'exigence. Dans Harriet Craig, c'est une femme obsédée par le contrôle domestique, maniaque, rigide sur les règles de maison. Dans Queen Bee, c'est l'histoire d'une femme qui manipule ses proches. En fait, ces rôles précédents vont aussi nourrir cette iconographie d'une mère monstrueuse dans la pop culture. Pour illustrer l'impact de cette nouvelle image de Joan Crawford, je vais prendre 2 exemples dans la pop culture. Tout d'abord, la chanson intitulée Joan Crawford du groupe Blue Oyster Cult, sortie en 1981, date de sortie du film Mommy Dearest, où les paroles font directement référence à Joan Crawford. Le refrain, c'est Joan Crawford has risen from the dead. La chanson évoque Joan Crawford comme une figure spectrale, un zombie qui hante, qui revient des morts. C'est un univers gothique, macabre, sur la destruction de la star hollywoodienne, qui emprunte bien évidemment au récit de Christina Crawford. Le pont, c'est littéralement Christina, no, no, no. Et le clip va aussi reprendre l'iconographie du film, puisqu'il se termine sur l'image d'une jeune fille qui pleure au bord de la piscine, reprenant une des scènes du film. La musique et le clip permettent donc à un groupe de rock de s'emparer de l'iconographie monstrueuse de Joan Crawford et participe ainsi à la figer dans une figure d'horreur. Un autre exemple, c'est le clip de Victoria Beckham, Let Your Head Go, sorti en 2004 et réalisé par Scott Lyon. Dans une des scènes, Victoria Beckham entre dans un dressing et aperçoit un cintre en fer accroché. Elle balance alors les vêtements dans tous les sens. Et c'est une référence claire à la scène du cintre dans Mommy Dearest. Ce qui est intéressant ici, c'est que Victoria Beckham, elle n'utilise pas cette scène comme symbolique de violence, mais plutôt pour rappeler le statut de star glamour, de diva, comme était Joan Crawford. Parce que même si Joan Crawford existe dans l'imaginaire collectif comme une mère tyrannique, elle reste avant tout cette star diva hollywoodienne devenue mère tyrannique. Pas juste une personne lambda qui est une mère violente. C'est intéressant parce que le clip ici, il opère une sorte de glissement de sens. Victoria Beckham utilise l'iconographie de la mère violente pour signifier la star diva. Au final, cette image de Joan Crawford comme mère tyrannique, c'est celle qui va rester figée aujourd'hui pour de nombreux États-Uniens. En gros, Joan Crawford égale Mommy Dearest. Néanmoins, Joan Crawford parvient à obtenir le statut d'icône pour des communautés marginalisées, qui vont se l'approprier autrement. Ici, je vais parler principalement de la culture gay états-unienne. La réception de Joan Crawford en France est différente et ne laisse pas autant de traces. Quand je dis icône gay, je concentre mon analyse sur le public gay masculin, dans un premier temps, central dans la réception de Joan Crawford. Mais alors pourquoi Joan Crawford est une icône gay ? Il y a plusieurs aspects de sa vie qui la font rentrer dans cette catégorie. Les difficultés auxquelles elle fait face dans sa vie font écho au parcours de vie d'une personne homosexuelle. Le rejet d'un monde qui ne veut pas de vous. Et c'est particulièrement la résilience de Joan Crawford qui la rapproche de parcours de personnes homosexuelles de l'époque. Quand elle sort de la pauvreté pour devenir une star, quand l'industrie la rejette parce qu'elle n'est plus considérée comme désirable, elle fait preuve de résilience. Et c'est notamment à travers le rôle de Mildred Pierce qu'on peut voir cette similitude. C'est une femme qui galère dans sa vie, qui se fait rejeter par sa fille, et ça fait écho au rejet du coming out. De plus, tout au long de sa vie, Joan Crawford sera entourée d'amis homosexuels. Rappelez-vous la citation de Christina Crawford en début de vidéo. Et plus particulièrement son meilleur ami, William Haynes, acteur de films muets. Il était ouvertement homosexuel dans le Hollywood des années 20-30 et doit arrêter sa carrière car il refuse le mariage lavande que le studio lui impose. Le mariage lavande, c'est un mariage entre une personne gay et une personne du sexe opposé pour faire croire au monde que la personne est en réalité hétérosexuelle. Joan Crawford va l'aider à se reconvertir en tant que décorateur d'intérieur, elle va l'engager et puis lui présenter du monde.
Donc elle a une proximité personnelle avec cette communauté. C'est aussi une icône gay, car c'est une actrice Kemp, encore une fois je vous renvoie à ma vidéo sur Johnny Guitar. C'est une sensibilité qui est souvent appréciée par un public gay. Mais bien évidemment, le film qui fait d'elle l'icône gay qu'elle est aujourd'hui, c'est Mommie Dearest, et la place qu'occupe Christina dans cet héritage. En dehors de l'aspect camp du film, on peut se demander pourquoi un film sur les violences intrafamiliales participe à renforcer le statut d'icône de son bourreau. La réponse à cette question peut se trouver dans l'article de Paul Festa, Mommie Dearest in Drag, qui revient sur la manière dont Christina Crawford s'empare de l'héritage gay issu de son livre. Il faut comprendre que la période représentée dans Mommie Dearest est un moment de l'histoire queer où les personnes ne pouvaient pas vivre comme elles l'entendaient. Et en écrivant Mommie Dearest, Christina Crawford reprend le pouvoir sur le récit de sa vie. Elle raconte enfin la vérité, ce que Paul Festa va qualifier de « the ultimate coming out experience ». Les personnes homosexuelles peuvent tout d'abord s'identifier avec le personnage de Christina, puisque comme de nombreux queers, son enfance est une lutte constante entre qui elle est et ce qui est attendu d'elle. Paul Festa explique aussi que la fascination des homosexuels pour les divas d'Hollywood passe d'une admiration sincère pour les divas à la cible d'une satire morbide. Le rapport face aux icônes va changer pour faire place à une forme d'ironie face aux célébrités. Ce changement s'opère dans les années 80-90, période où les homosexuels sont plus libres qu'avant. Pas totalement libres, la vie n'est pas parfaite, loin de là, mais plus libre qu'avant. Le fait que le film passe dans un registre plutôt comique participe à renforcer le statut d'icône gay de Joan Crawford. Toute la communication des projections de films sont faites avec des cintres en fer, et pour Christina, ce basculement vers l'humour, c'est aussi une manière de vivre le trauma. Ce genre de réaction est une façon de s'engager indirectement contre l'ennemi, et de gagner parce que vous riez. Quand vous riez, cela rend la situation moins effrayante, et cela atténue le caractère tragique de l'événement. Pour le poète et critique Wayne Kostenbaum, les scènes violentes du film amusent le public queer parce que le film leur permet de sortir de cette position de victime. Une partie du plaisir de regarder Mommie Dearest consiste à maîtriser, grâce à la répétition, certains aspects de notre propre vie. Si nous applaudissons lorsque Joan jette Christina à travers la pièce ou décapite le rosier, la répétition fait de nous les maîtres de la situation. Et nous ne nous identifions plus à Christina. Je ne voudrais pas être à sa place. Mais toute personne qui s'intéresse au film se sent un peu comme Christina. Joan Crawford reste quand même une icône bien appréciée pour qui elle est, en dehors de son statut de bourreau. Elle va rentrer dans le panthéon des icônes queer, et cela va s'exprimer particulièrement dans un art très queer, le drag. Aux États-Unis, Joan Crawford est une actrice souvent incarnée par les drag queens. Pour cette partie, j'ai constitué un corpus assez restreint qui s'explique assez facilement. Le drag, c'est un art de la scène, un art purement vivant. N'habitant pas aux États-Unis, n'ayant pas filmé chaque performance drag qui existe sur Joan Crawford, mon corpus est composé de ce que j'ai pu trouver sur internet, ce qui était accessible. Donc il n'est pas représentatif de la réalité de l'entièreté de l'art du drag. Mon corpus est alors constitué de performances de Chad Michaels, d'Erica Andrews et de quelques extraits de Drag Race. Sur ce dernier point, il est important de souligner que Drag Race est une vision très spécifique du drag et contrôlée par RuPaul. De plus, c'est une émission diffusée de manière plus mainstream. Dans ce que j'ai pu voir, en cherchant Joan Crawford drag sur internet, c'est quasiment que des performances sur Mommie Dearest. Pour les performances live, des drag queens comme Chad Michaels et Erica Andrews lip-sync sur des extraits de Mommie Dearest remixés. Ce sont toujours les scènes les plus connues qui sont abordées. Les performances ne se limitent pas aux références à Mommie Dearest, mais empruntent à tout un répertoire de la culture queer. Chad Michaels, lors de la scène Barbara Please, enchaîne sur la musique Don't Rain on My Parade de Barbra Streisand. Barbara, please! Please, Barbara! Leave us alone, Barbara. If you need anything, ask Caroline. Ce mélange montre que Joan Crawford n'est pas isolée dans son statut d'icône. Elle fait partie d'un panthéon de divas. Les références se répondent. Erica Andrews, pour sa performance pour la Miss Continental de 2004, alterne des extraits de films de Mommie Dearest et des lip-syncs sur des musiques en lien avec sa performance et en lien avec le film, des musiques de Shirley Bassey. You can take it any place you
Dans la saison 8 de RuPaul Drag Race All Star, le Rusical, challenge où les queens performent sur une comédie musicale, a pour thème la vie de Joan Crawford. Et en dehors de l'introduction et du rôle qu'incarne Joan Crawford dans Whatever Happened to Baby Jane, tous les tableaux font référence à Momy Dearest. Le fait que Drag Race, l'émission la plus mainstream sur le drag, consacre un musical entier sur Joan Crawford, montre bien son importance dans la culture queer. Alyssa Edwards, dans la saison 2 de RuPaul Drag Race All Star, incarne Joan Crawford au Snatch Game. C'est un challenge où les queens doivent interpréter une figure médiatique et répondre à des questions dans un format de jeu télévisé. Pour Alyssa Edwards, c'est intéressant parce que tout ce qu'elle va dire dans le challenge, c'est une phrase issue du film de Momy Dearest. How are the kids, Joan? Are you deliberately trying to embarrass me in front of these reporters? I fought worse monsters for years in Hollywood. Yes, I know. Barbara, please! Elle incarne spécifiquement cette version de Joan Crawford. L'iconographie drag de Joan Crawford est fixée. Des sourcils très dessinés, un rouge à lèvres immense, une coiffure sculptée des années 40, des grandes boucles d'oreilles, une cigarette à la main. Mais aussi les accessoires qui se rapportent directement au film, le cintre et la hache. Ces objets de violence domestique deviennent des accessoires de performance. Mais pourquoi Joan Crawford devient cette icône drag ? Un des aspects majeurs, c'est que c'est bien sûr une icône gay, ce dont je parlais juste avant, mais c'est aussi la théâtralité de Joan Crawford, son jeu construit, ses regards intenses, ses poses dramatiques, son maquillage excessif, tout ce qui font d'elle une figure très camp aussi. Et en fait tout ça, ça en fait un sujet parfait pour le drag, puisque le drag va amplifier, va exagérer et grossir les traits. Mais pourquoi Momy Dearest en particulier ? Parce que c'est un film sur la souffrance, la violence familiale, le rejet, la violence psychologique, des expériences familières pour la communauté queer. La performance drag va transformer la souffrance en spectacle, et ce faisant, se la réapproprier. C'est ce qu'on a vu plutôt avec Wayne Constanbaum, sortir de la position de victime. On transforme le trauma en performance libératrice. À ce niveau-là, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que représenter Joan Crawford uniquement de cette manière ne la fiche pas dans l'image d'une mère tyrannique ? Est-ce que le drag va rendre hommage ou il va enfermer ? Si la figure de Joan Crawford est transmise uniquement par sa version monstrueuse et camp, que reste-t-il de l'humain derrière tout ça ? En fait, le camp, il va réhabiliter ce qui est rejeté par la culture dominante. Et donc, faire vivre Joan Crawford à travers ces références-là, c'est refuser de l'oublier. Mais la résumer à ses moments les plus monstrueux, en célébrant uniquement Momy Dearest, participe à l'enfermement de son image, à celle d'une femme hystérique et violente. On efface sa carrière, son talent, sa réinvention. En plus, l'iconographie drag de Joan Crawford telle qu'on a vu, c'est plutôt l'incarnation qu'en fait Faye Dunaway, et donc pas la vraie Joan Crawford. Sauf que non. Parce qu'en fait, le drag, il n'a pas pour but de représenter l'authenticité historique, ni la vérité biographique. Le drag cherche l'iconographie, la symbolique de la performance. C'est un art de la scène, je vous rappelle. La question qu'il faut se poser, c'est pour qui ces performances existent-elles ? Qui les regarde ? Et c'est pas le grand public qui va regarder, c'est pas le public hétérosexuel qui, lui, connaît Joan Crawford principalement pour Momy Dearest, et qui en a une lecture assez plate. Les performances drag existent au sein de la communauté queer pour un public qui a les codes et la culture de la communauté. Un public qui sait qu'il y a plus. En jouant avec les codes iconographiques de Joan Crawford, l'artiste drag part du principe que vous avez la référence. Si vous voulez rire du cintre, il faut que vous ayez vu la scène dans Momy Dearest et connaître son histoire. Si vous voulez comprendre ce que raconte Alyssa Edwards et pouvoir rire avec elle, il faut connaître le film. Le drag nécessite un spectateur actif. C'est une invitation productive à la complexité. Le drag représente des icônes, mais ne va pas vous faire toute l'éducation culturelle point par point. Il va stimuler la curiosité. Si c'est une réduction, elle n'est qu'iconographique. Il va plutôt s'agir de transmission. Cette invitation, elle est majeure dans la communauté queer puisque c'est une communauté persécutée. Il est nécessaire de transmettre la culture dans des espaces dédiés, vu que la culture mainstream la refuse. La transmission devient alors une nécessité historique. En plus, avec l'épidémie du sida, une partie des voix a disparu. Les artistes drag vont participer à cette transmission intergénérationnelle. Et les exemples que j'ai pu prendre sont des drag queens qui sont présentes depuis longtemps. Chad Michaels, Erica Andrews, RuPaul, elles forment une généalogie culturelle.
Ici, j'ai beaucoup parlé de culture gay classique, les divas, le camp, mais Joan Crawford résonne-t-elle au-delà? Peut-on parler d'une icône queer au sens plus large et pas seulement gay? Ici, je vais employer le terme de queer dans le sens non hétérosexuel, et voir à quel point l'héritage de Joan Crawford peut s'inscrire dans la communauté de manière plus large. Commençons par voir comment elle est reçue au-delà de la culture gay, notamment chez les lesbiennes. On observe quelque chose de différent. Pour les lesbiennes, ce n'est pas l'excès théâtral qui fascine, mais plutôt la force, l'indépendance de Joan Crawford. Leur réception va plutôt être marquée par le queer coding des films et le sous-texte saphique. C'est le cas de Johnny Guitar, où il y a deux femmes puissantes qui se font face, Vienna et Emma, avec une tension érotique indéniable. Je vous renvoie à ma vidéo pour une analyse plus poussée. Pour le public lesbien, l'admiration d'une actrice va plutôt se matérialiser par une identification à la non-conformité des normes de genre et à une tension sexuelle entre deux femmes. Cette réception lesbienne, elle existe encore aujourd'hui. Il suffit de taper Joan Crawford WLW sur TikTok et vous verrez plein d'édits qui lui sont dédiés. Pour les non-initiés, les edits, c'est un montage d'extraits de films, d'interviews, de photographies, avec une musique de fond. Et WLW, ça signifie Woman Loving Woman, un hashtag souvent utilisé sur les réseaux sociaux pour parler de relations saphiques. Pour les edits de Joan Crawford, on peut voir des extraits d'elle où elle fume, où elle regarde intensément la caméra, ou dans des tenues masculines ou au contraire très féminines. Les musiques employées soulignent la dimension saphique. C'est une création purement Gen Z, une manière de s'approprier le contenu et d'en insuffler un nouveau sens. Ça permet finalement de faire émerger un désir lesbien plus clair que celui présenté dans les médias de l'époque. Et ça s'inscrit dans un mouvement plus large d'un intérêt lesbien et bi pour les actrices hollywoodiennes pour la période de l'âge d'or du cinéma, comme Katharine Hepburn, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Barbara Stanwyck. Mais pourquoi cette fascination? On peut émettre plusieurs hypothèses. Ces actrices incarnent des femmes fortes, indépendantes, et en plus, nombreuses d'entre elles, de celles que j'ai citées, étaient probablement bisexuelles ou lesbiennes. Et l'esthétique de la période, le glamour hollywoodien, avec les costumes masculins ou l'androgynie, résonne aussi avec la culture lesbienne. Joan Crawford, elle s'inscrit dans ce panthéon. Elle n'est pas la seule icône lesbienne du cinéma classique, mais elle en fait partie. Là, on a vu ce qui faisait icône dans sa réception. Est-ce que son héritage, il peut être considéré comme queer au sein même de sa vie? On peut commencer par parler de sa bisexualité. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Joan Crawford était probablement bisexuelle. Témoignage partagé par Christina Crawford dans son livre d'ailleurs. Et si c'est effectivement le cas, elle ne serait pas juste une icône pour la communauté, mais en ferait partie. On passerait donc de l'appropriation posthume à la reconnaissance. Et dans cette idée d'icône queer au-delà de l'hétérosexualité, on peut regarder sa vie elle-même. Est-ce que Joan Crawford aurait pu vivre une vie queer au sens de sortir des cadres du format hétéropatriarcal? Joan Crawford, elle adopte 4 enfants en étant célibataire. À cette époque, c'est presque impossible d'adopter seule, et elle sort du cadre hétéronormatif. Pas de mari stable, pas d'enfant biologique, bref, pas une famille considérée comme normale pour la société. Ça peut être perçu comme un acte de non-conformité. Sauf que, et c'est le point majeur à souligner, c'est que ces adoptions, elles sont quand même très controversées. Pas seulement à cause de Momy Dearest et des violences subies par Christina et Christopher, mais parce qu'il existe des accusations selon lesquelles Joan Crawford aurait acheté ses enfants. À l'époque, les adoptions des femmes célibataires étaient interdites, donc il existait des circuits parallèles. Et ça pose de nombreuses questions morales. L'exploitation des mères biologiques précaires, un potentiel trafic d'enfants, enfin c'est pas terrible. Et il y a aussi la question évidente du privilège. Joan Crawford, si elle peut vivre cette vie considérée comme non conformiste, c'est parce qu'elle est privilégiée, parce que ça reste une femme blanche, riche, célèbre. Et aujourd'hui, on peut interroger cette partie de sa vie et dire est-ce qu'elle peut encore prétendre à ce statut d'icône? Et est-ce que cette partie de sa vie à elle seule peut constituer un profil d'icône queer? Finalement, avec toutes les controverses qu'on a vues, les violences sur Christina, les adoptions, est-ce que on peut toujours considérer Joan Crawford comme une icône? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de son héritage? Et c'est de ça dont on va parler dans ma dernière partie.
Depuis le début de cette grande vidéo, j'inclus la première partie, je vous propose différents regards sur la carrière de Joan Crawford. Enfin, plus spécifiquement, je cherche à déconstruire les différents regards qui existent sur sa vie. Ainsi, on a vu comment le studio a façonné son image de manière relativement lisse dans le but de générer du profit. Comment l'industrie a regardé Joan Crawford, du succès jusqu'à la fin de sa carrière. C'est tout le propos de ma première vidéo. Puis, on est passé au regard de l'intime, après sa mort, celui du témoignage de sa fille. Après cela, comment Hollywood s'est à nouveau emparé de ce récit, en changeant le registre, ce qui va figer l'image de Joan Crawford en celle d'une mère tyrannique. Enfin, comment la communauté LGBTQ+, s'en est emparée, avec différentes voix. Par exemple, les hommes gays, qui y voient une forme de libération, les lesbiennes, une femme forte, bref, chacun y projette quelque chose de différent. En fait, je vous ai proposé une forme de rétrospective de regard qu'il y a pu avoir. Et c'est ça qui a créé et perpétué l'icône, le passage à différents régimes de regard superposés, contradictoires, et qui s'affrontent. Son statut d'icône vient de cette accumulation. Mais à ce niveau-là, ça m'interroge. Face à ce nombre de regards, quel regard nous on doit adopter aujourd'hui en 2026 ? Parce qu'on l'a bien compris, chaque regard est politique et chargé de sens. Il ne dit pas tout de Joan Crawford. Chaque regard est chargé de biais, de non-dits, de projections. Aucun ne dit tout. Mais ils disent tous quelque chose de vrai, de fragmentaire. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne ? Est-ce qu'on met tous les regards au même niveau ? Quelle posture, nous, on doit adopter aujourd'hui ? Après avoir pris conscience de notre regard, qu'y a-t-il ? Je vais pas répondre pour vous là-dessus, mais je vais vous proposer ma réponse. Une fois qu'on a compris que notre regard n'est jamais neutre, la manière la plus politique d'agir est de choisir comment consciemment on va regarder Joan Crawford. Son héritage a été fixé par un regard patriarcal qui a fixé les contours. Alors le regard que j'ai choisi d'adopter, c'est celui que je qualifie de post-MeToo. Il ne nie pas la violence, la replace dans un système et tente de reprendre les contrôles du récit. En 2017, la journaliste Sandra Muller lance le hashtag Balance ton porc sur Twitter. Il est repris par l'actrice Alyssa Milano. Et ça va être le début du mouvement MeToo, et qui s'étend à de nombreux milieux comme la BD, la musique, etc. Et c'est un mouvement qui permet de réaliser l'ampleur systémique des violences faites aux femmes. En 2017, j'ai 16 ans. Je commence ma construction politique, et donc j'ai façonné mon regard à partir de cette conscience d'une violence systémique envers les femmes. Dans ma construction, il y a donc eu un premier temps de sidération face à toute cette violence, puis une volonté de comprendre, comme de nombreuses penseuses et penseurs. Aujourd'hui, il y a encore de nombreux scandales de violences sexuelles qui éclatent, mais je les reçois avec moins de sidération et plus de conscience du fonctionnement de notre système. Notre regard a changé, ainsi que les outils théoriques. On a beaucoup plus de vocabulaire pour mettre des mots sur des violences, pour désigner ces violences qu'on ne pouvait pas avant nommer, comme la charge mentale, le violentomètre, la culture du viol, etc. Notre sensibilité aussi, elle a changé. On fait plus attention à la manière dont les femmes sont traitées et représentées. Tout ça change alors notre lecture des médias. Et pour moi, c'est ça que je qualifie de post-MeToo. C'est cette nouvelle clé de lecture plus consciente d'une violence systémique. Il est temps de relire le parcours des femmes dont le récit a principalement été approprié par le système hétéro-patriarcal. Et c'est là qu'intervient cette relecture de Joan Crawford. Comme vous avez pu le comprendre, c'est une figure complexe et controversée. Son héritage final mainstream, états-unien principalement, a été celui d'une mère tyrannique, et encore aujourd'hui, c'est l'analyse que vous pouvez retrouver. Néanmoins, si l'on prend la carrière et l'héritage d'acteurs de la même époque, l'image qu'il laisse n'est pas du tout la même. Par exemple, Clark Gable, considéré encore aujourd'hui comme le roi d'Hollywood, aurait pourtant eu de nombreux comportements agressifs, des mains baladeuses sur plusieurs tournages, des actrices de Autant en emporte le vent, comme Butterfly McQueen et Hattie McDaniel, témoignent de ces comportements. Il aurait eu aussi un enfant secret avec l'actrice Loretta Young, alors qu'il était marié, et il ne va jamais rencontrer cet enfant. Et ça sera pas le seul père absent d'Hollywood. Humphrey Bogart, considéré comme l'icône du film noir, c'est un alcoolique notoire. Il a battu ses partenaires et il se bat régulièrement dans les bars. Des exemples parmi tant d'autres de violences commises par des hommes qui conservent encore aujourd'hui une image de star appréciée par le public. Leurs violences sont mentionnées, mais elles n'occupent pas le même espace médiatique, toute la place de leur légende. Et mon argument ici n'est pas de dire, puisque les hommes ont commis des violences et qu'ils conservent un héritage positif, alors il faut que les femmes violentes aient aussi un héritage positif. Non, ça serait vraiment stupide comme raisonnement. Déjà, il faut bien comprendre d'où vient la violence.
Pour Clark Gable, Humphrey Bogart et tant d'autres hommes, elle est autorisée et protégée par le système. L'affaire Clark Gable sur son enfant caché est étouffée par les studios hollywoodiens, et le caractère violent de Humphrey Bogart participe seulement à justifier ses rôles de tough guy. Leur violence est autorisée et protégée par le système. Joan Crawford, elle n'a pas la même place. Attention, elle avait quand même des privilèges, c'était une femme riche, blanche, célèbre. Sa position n'était pas la même qu'une femme racisée, qu'une femme pauvre, loin de là. Mais face aux studios, face aux hommes d'Hollywood, elle restait dominée en tant que femme. Donc elle est victime d'un système, et elle va reproduire les violences de ce système. C'est ce qu'explique Bell Hooks sur les violences patriarcales au sein de la famille. Les formes les plus courantes de violences patriarcales sont celles qui se produisent au sein du foyer, entre les parents patriarcaux et leurs enfants. Le but de cette violence est généralement de renforcer un modèle dominateur dans lequel la figure d'autorité est considérée comme le maître de ceux qui n'ont pas de pouvoir et se voit accorder le droit de maintenir cette domination par des pratiques d'asservissement, de subordination et de soumission. Joan Crawford reproduit la violence du système hollywoodien sur ses enfants par le contrôle, la dureté et même la violence physique. Et c'est tout le propos de Bell Hooks. C'est comprendre que l'oppresseur est aussi victime de son système, et quand on a compris comment s'exercent les violences, on peut mieux lutter contre. Donc ce n'est pas excuser, c'est expliquer. Mon but ici, c'est de remettre en lumière le récit de Joan Crawford avec les nouveaux outils de regard que l'on a pu développer. Ne pas la diaboliser comme ça a pu être fait après la sortie de Moby Dearest, et ne pas la sanctifier parce que ça serait malvenu compte tenu de son histoire. Je vous propose donc une relecture consciente et politique. Et pour cela, je vais prendre l'exemple du film Harriet Craig, que je vais analyser dans cette dernière partie, avec un regard post-MeToo. Dans cette sous-partie, je vais clairement spoiler l'histoire du film, donc si vous n'avez pas envie d'écouter l'analyse, vous pouvez directement passer à la conclusion avec ce timecode. Harriet Craig est un film réalisé par Vincent Sherman, sorti en 1950, avec Joan Crawford et Wendell Corey. Voici comment la cinémathèque française présente aujourd'hui le film. Harriet Craig est une épouse méticuleuse et austère qui accorde plus d'importance à ce qu'elle possède qu'aux êtres de son entourage. Alors que son monde ordonné risque d'être chamboulé, elle ne va pas hésiter à user de son pouvoir de manipulation. Le film est présenté comme l'histoire d'une femme manipulatrice qui contrôle la vie de son mari et qui maltraite ses domestiques et son entourage. En français, le titre du film, c'est La Perfide. Donc ça vous montre bien la manière dont le film est présenté, toute l'histoire autour, l'antagonisation d'Harriet Craig. C'est la lecture dominante du film. Harriet égale méchante femme manipulatrice. Néanmoins, quand je regarde le film pour la première fois, moi je vois pas du tout cette histoire. À partir du regard que j'ai construit au fil des années, je lis le film différemment. Pour moi, c'est une histoire plutôt sur une femme au foyer qui subit le système patriarcal et qui cherche à contrôler le seul espace qu'elle possède, reproduisant les violences qu'elle subit. À l'aide de ce regard post-MeToo, on peut voir que Harriet Craig subit une forte charge mentale. Quand elle rentre de son séjour où elle est allée s'occuper de sa mère malade, sa maison est en bazar total, des affaires qui traînent partout. Et elle essaye constamment de tout gérer, de tout ranger dans sa maison, sans que son mari y prête trop d'attention. Et ça rappelle toute l'idée de la charge mentale de la domesticité chez les femmes, une forme d'obligation que la société impose aux femmes. Leur maison doit être propre, bien rangée, obligation qui ne touche pas les hommes. La femme a la charge mentale de s'occuper de son foyer, l'homme ne l'a pas. Mais Harriet Craig, ce n'est pas la femme parfaite qu'attend la société. Elle ne rentre pas dans les cases précises de la femme au foyer docile. En effet, elle n'aime pas le sexe et elle ne veut pas d'enfants. Dans la société de l'époque, c'est une posture de liberté qui n'est pas possible. Et tout le monde la ramène au besoin de correspondre au modèle conjugal. Une scène où la médecin de sa mère, une femme, lui fait tout un laïus sur le devoir d'avoir des enfants. Harriet Craig, malgré ce décalage avec les attentes de la société, veut tout de même avoir une position dominante. Et le seul endroit où elle peut l'avoir, c'est le seul endroit où on accepte les femmes, la maison. Le contrôle de l'entretien de sa maison, et donc littéralement de son foyer, devient alors le seul lieu où elle peut exercer sa dominance. Elle contrôle chaque détail, tout doit être absolument parfait, et reproduit une violence sur ses domestiques et ses proches, en les manipulant. On reprend cette idée de victime du système qui reproduit les violences. Le film lit ce besoin de contrôle comme une pathologie individuelle. Elle est neurotique, hystérique,
Mais avec ce regard post-MeToo, on peut lire autre chose. Une réponse à une absence totale de pouvoir ailleurs. Excessive, mais pas pathologique, parce qu'elle est systémique. Quelles sont les armes que Harriet Craig a pour justifier son refus de correspondre au modèle conjugal? Le mensonge. Elle fait croire à son mari qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, alors qu'elle en veut tout simplement pas. Mais cette réponse est inentendable à l'époque. Et son rapport au sexe devient aussi une arme de manipulation. Harriet Craig comprend vite l'intérêt de ne pas dépendre d'un homme. Son père trompe sa mère, puis quitte le foyer lorsqu'elle a 14 ans, l'obligeant à quitter l'école et partir travailler à l'usine. Et c'est une des explications que le film donne au fait qu'elle se méfie des hommes. Le film, il va aussi placer le mari de Harriet Craig en victime. En réalité, il se place dans une passivité violente. Et c'est quoi cette passivité violente? C'est en fait la possibilité de bénéficier d'un système oppressif sans rien faire. Le mari profite d'une maison parfaite qu'il n'a pas à gérer. Il profite du travail domestique et émotionnel de sa femme. Et quand il va lui dire « mais c'est tout le devoir d'une épouse », il naturalise cette exploitation. Il ne voit même pas la violence. Et c'est ça la passivité violente. C'est profiter tout en ayant l'air innocent. Mais qu'est-ce que ce film nous dit sur Joan Crawford? Harriet Craig montre l'histoire d'une femme écrasée par un système qui en reproduit les violences. C'est exactement l'histoire de Joan Crawford qui, contrôlée par Hollywood tout au long de sa carrière, reproduit ce contrôle sur ses enfants. Le film punit Harriet. Son mari la quitte et elle perd tout. En bref, la morale est « les femmes qui ne se soumettent pas méritent d'être abandonnées ». Et c'est exactement ce qu'Hollywood fait à Joan Crawford. Elle ne correspondait plus aux attentes parce qu'elle était trop vieille, pas assez docile, et donc elle a été jetée. Relire ce film avec un regard post-MeToo, c'est relire l'héritage de Joan Crawford. Pas un monstre isolé, mais une femme prise dans un système brutal dont elle reproduit la violence. Mais alors, finalement, qui contrôle l'héritage de Joan Crawford? Est-ce que c'est l'industrie hollywoodienne qui façonne le cadre de sa carrière? Sa fille aînée qui livre un témoignage sur leur relation, la pop culture qui participe à figer une image monstrueuse, la communauté LGBTQ+, qui l'a fait rentrer dans son panthéon d'icônes. En réalité, comme j'ai pu l'expliquer tout au long de la vidéo, son héritage n'est pas contrôlé par une seule instance. Il se construit dans la manière dont il est regardé, repris, interprété. Ce regard nous appartient en partie. Plus on prend conscience de nos biais, plus on construit une vision nuancée de Joan Crawford. Ni pour innocenter, ni pour condamner définitivement, mais pour comprendre que son parcours s'inscrit dans un système qui produit autant de la magie que de la violence. Comment regarder une femme violente dans un système qui l'est aussi? En laissant place à la complexité de nos regards. Finalement, l'héritage de Joan Crawford parle moins d'elle que la société à partir de laquelle nous choisissons de la regarder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin aussi de ce cycle de vidéos sur Joan Crawford. Promis, je ne vous en parle plus, j'en ai beaucoup parlé, elle m'a bien hantée ces derniers mois. Évidemment, j'ai pas pu tout raconter de la vie de Joan Crawford et il y a forcément des aspects qui m'ont échappé, mais à un moment il a fallu aussi faire un choix sur ce que je voulais raconter. C'est pas tout ce qui existe autour de Joan Crawford, mais c'est quand même beaucoup de choses autour de l'actrice. Et cette dernière partie, elle me tenait vraiment à cœur puisqu'elle explique le regard et la manière dont moi je voulais regarder cette actrice. Pourquoi elle m'a autant fascinée aussi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire cette vidéo, c'est que c'est une actrice qui est assez fascinante et complexe à appréhender. Voilà, donc il y aura d'autres vidéos par la suite qui ne concerneront pas Joan Crawford. N'hésitez absolument pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Enfin vraiment, je trouve ça intéressant de lire et même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, tant que c'est respectueux, ça me donne envie de lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est important, ça permet de faire vivre la chaîne et ce que je fais et mon travail parce que ça me prend du temps. Et de partager autour de vous. C'était un plaisir de faire ces vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.